Une fois de plus, bienvenue à tous pour cette session d'échange sur la situation au Congo qui nous préoccupe. Donc, le webinaire euh, se passe en français, mais si jamais des personnes sont connectées et qui ne comprennent pas le français, qui parlent anglais, donc nous leur demanderons d'activer euh, le sous-titrage pour pouvoir suivre en anglais. Je vais également dire cela en anglais tout à l'heure. Donc, j'informe que nous enregistrons cette session afin de pouvoir l'envoyer à toutes les personnes qui se sont inscrites. Nous avons 60 personnes qui se sont inscrites à cet échange-là et c'est avec plaisir que nous voudrons leur envoyer l'enregistrement. Donc, il est possible que tout le monde puisse ouvrir les microphones pour s'exprimer, mais quand la modératrice donnera la parole après que les intervenants aient parlé. Donc, nous avons la boîte de dialogue où tout le monde peut écrire entre-temps, poser des questions, faire des commentaires. Donc, je vais passer la parole à Suzanne Boch, qui sera notre modératrice pour cette session. Elle est notre coordonnatrice du chapitre du Sénégal. Et quant à moi, je vais m'occuper des aspects techniques. Je suis Guy Feugap, je suis l'organisateur africain de World Beyond War. Donc, Suzanne, vous avez la parole pour la suite. Bonsoir, merci beaucoup, Monsieur Guy, pour cette introduction. Je suis Suzanne, la coordonnatrice nationale de World Beyond War Sénégal, et c'est avec un réel honneur pour moi de vous accueillir à ce webinaire organisé par World Beyond War avec le concours de ces chapitres du Sénégal et du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Bon, aujourd'hui, nous nous réunissons dans un contexte particulièrement préoccupant, la guerre en RDC qui continue de faire des ravages, alimentée depuis plus de 30 ans par l'instabilité politique, l'exploitation des ressources naturelles et également les ingérences étrangères. En ce début d'année 2025, la situation s'est encore aggravée dans l'est du pays et la ville de Goma est tombée voilà, aux mains du groupe rebelle M23 avec le soutien présumé de l'armée rwandaise. Un accord de paix a été signé le 27 juin 2025 à Washington, D.C., sous l'égide des États-Unis entre la RDC et le Rwanda. Mais cet accord, bien que présenté comme un pas vers la paix, soulève de nombreuses questions, d'où d'ailleurs le sens de ce webinaire. Ce qui nous pousse à poser la question de savoir, cet accord est-il réellement porteur d'espoir ou bien est-ce que cet accord cache-t-il de nouveaux enjeux Nous d'exploitation, n'entendons pas notamment Suzanne. autour des ressources minières Ok, et c'est bon. stratégiques du Congo? Vous me recevez, est-ce que? Oui, c'est bien maintenant. D'accord. Donc, si cet acte diplomatique est présenté comme un pas vers la fin des hostilités, certains acteurs de paix restent vigilants, car cet accord soulève des questions, notamment sur le rôle des intérêts économiques étrangers, en particulier autour des ressources minières stratégiques du Congo. Cet accord également marque sincèrement un tournant vers la paix. Et l'autre question qui mérite de se poser est de savoir, est-ce qu'il prépare une nouvelle vague d'exploitation du Congo? Donc, pour répondre aux questions que l'on se pose, le webinaire de ce jour réunit des acteurs congolais, des chercheurs et également des activistes de paix. Nous écouterons les panélistes suivants. Lukambo Bahitops, qui est professionnel congolais, engagé dans la défense des droits humains et la consolidation de la paix. Nous avons également Madame Lisette qui est malheureusement absente. Elle est présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et liberté. Nous avons la présence de Monsieur Ayrton Aubry, docteur en sciences politiques, associé au Centre d'études et de recherche internationale de série de sciences politiques. Il est également enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous avons également Madame Kimberly Gomri, qui est coordonnatrice du chapitre World Beyond War à Montréal. Donc, du temps sera consacré aux questions et au partage d'expériences. Les participants également
peuvent poser leurs questions dans la boîte de dialogue, comme l'a si bien rappelé Monsieur Guy. Et là, nous allons donner la parole à Monsieur Lukambo Tops, qui est, je rappelle, professionnel congolais, engagé dans la défense des droits humains. Monsieur Top, pouvez-vous nous rappeler la situation à l'est de la RDC depuis la signature de l'accord de paix? Merci, madame. Bonjour ou bonsoir à tous. Je vais vous entretenir sur un sujet très important et capital pour l'avenir de la RDC. La situation à l'Est, depuis la signature de l'accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda, nous verrons ensuite les enjeux économiques, géopolitiques liés à cet accord, notamment le rôle des États-Unis et la question des ressources minières. Pour comprendre la situation, faisons un peu d'histoire. Depuis le génocide rwandais 1994 et l'arrivée massive des réfugiés rwandais, dont certains membres des ex-forces armées rwandaises et Interahamwe, considérés par plusieurs Congolais comme la première invasion rwandaise, j'étais présent à la frontière de Ruzizi II. J'ai pu échanger quelques mots avec les soldats français de l'opération Turquoise, qui étaient affectés à la protection des réfugiés. Nous allons ensuite, parce que ça c'est un chapitre que j'ai dédié à mon livre qui sort prochainement. En 1996, nous avons vécu la création de l'AFDEL, soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, le renversement de Mobutu. Là encore, j'étais présent, un étudiant en vacances à Goma, et avons parcouru plus de 1000 kilomètres à pied. Fuyant les atrocités, nous avons vécu les massacres, les enterrements des corps en vie. C'est un autre chapitre de mon livre. De 1998 en 2000, nous avons vécu la deuxième guerre du Congo, l'apparition du RCD et autres groupes soutenus encore une fois par Kigali et Kampala. Suivra la guerre de Kisangani opposant deux armées étrangères dans une ville de notre pays pour le contrôle des minerais. Voilà. De 2009 à 2013, nous avons vécu encore une fois la naissance et la chute du CNDP de Laurent Nkunda, qui deviendra ensuite M23, suite aux négociations de Kampala et l'exil de ce dernier au Rwanda. Depuis 2021, nous avons encore vu la résurgence du M23, soutenu encore militairement par le Rwanda, prenant plusieurs villes de l'Est, de Bunagana, Rutshuru d'abord, ensuite Goma et Bukavu. Depuis 2025, enfin, un pays occidental. C'est la première fois qu'un pays occidental accepte d'être le médiateur dans le conflit entre le Rwanda et la RDC. Cet accord visait principalement le retrait du M23, la fin du soutien rwandais aux groupes armés, la mise en place d'un mécanisme de suivi régional avec le CIRGL, l'Union africaine, East African Community, le redéploiement des FARDC dans les zones libérées, entre guillemets, parce que c'est encore contrôlé par le M23. Un engagement conjoint contre les FDLR. Malgré cet accord, la situation reste précaire parce que des affrontements continuent dans plusieurs villages et villes. Le retour des déplacés ne s'opère toujours pas. Le doute subsiste sur la sincérité des engagements, notamment concernant le désarmement du M23. La présence d'autres groupes armés
actifs comme l'ADF, Codeco, ainsi de suite, différents groupes Maï. Cela complexifie encore la mise en place réelle de cet accord. L'Est de la RDC est une zone hautement stratégique pour le plan économique. Je veux dire, le nord Kivu, le sud Kivu et l'Ituri regorgent des matières premières très importantes pour la technologie et le changement climatique au niveau mondial. Ces minéraux essentiels créent la convoitise des puissances étrangères et parfois même une concurrence au niveau international. L'accord de 2025 pourrait viser en partie à sécuriser les chaînes d'approvisionnement pour les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, qui se trouvent malheureusement en concurrence avec la Chine. La signature de l'accord de Washington n'est pas anodine. Les États-Unis veulent d'abord stabiliser la région pour garantir un accès sécurisé aux minerais stratégiques, concurrençant l'influence croissante de la Chine dans ce même domaine. Malheureusement, la Chine ne proposait aucune solution. Washington soutient un modèle de transparence, je dirais entre guillemets, via des initiatives comme la Clean Energy Transition, votée par leur Parlement. En facilitant cet accord, les États-Unis s'imposent comme arbitre régional, effaçant de fait la France qui était censée occuper cette place. Et surtout, l'inaction de certaines structures africaines comme la SADC, East African Community, l'Union africaine, ainsi de suite. Pour que l'accord de paix, bon, je vais me répéter pour avoir inclus la France dans tout ça. Comme vous le savez, le Rwanda et la RDC sont membres de la francophonie. Et la RDC étant le plus grand pays francophone, devrait quand même occuper la diplomatie française. Voilà, pour que l'accord de paix porte ses fruits, je pense qu'il faudra désarmer réellement le M23, réintégrer les ex-combattants et restaurer l'autorité de l'État. Mais cela ne peut pas se faire du tic au tac. Il faudra en premier lieu initier une justice transitionnelle crédible et y intégrer tous les acteurs, tous de l'intérieur et de l'extérieur, tous ceux qui se qualifient de Congolais et des acteurs amis du Congo, les voisins, ainsi de suite. Et cette justice devra aussi s'occuper des exactions, des meurtres, parce qu'il y en a eu beaucoup. Plusieurs familles pleurent. Aujourd'hui, il y a même des déplacés qui ne peuvent plus aller chez eux parce que les camps des déplacés sont prohibés et ils n'ont plus de maison. Leurs habitations ont été brûlées. Ils vont vivre où? En résumé, l'accord de paix signé à Washington est un pas important, mais insuffisant s'il n'est pas suivi d'actes concrets. Inutile s'il s'agit simplement d'accorder l'accès libre aux ressources minières de la RDC aux États-Unis. Fatal s'il ne s'appuie pas sur la justice, la réparation et le dialogue entre communautés. La paix à l'est de la RDC ne peut être durable sans justice, vérité et une gestion équitable des ressources
naturelle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Top. Est-ce que vous me recevez? Oui, très bien, Suzanne. Oui, Bon, merci beaucoup, Monsieur Top. Vous nous avez d'abord décrit avec précision la situation actuelle à l'est de la RDC, qui est marquée par une violence continue, des déplacements massifs et un climat d'instabilité profond. Vous avez également évoqué le M23 en rappelant que la nécessité de son désarmement pour espérer une sortie durable de crise. Vous avez également soulevé la question du rôle des États-Unis en tension avec la présence croissante de la Chine dans la région et que cette dynamique internationale complexe influence directement les efforts de paix. Vous avez également mentionné la position de l'Union africaine qui semble encore en retrait malgré les attentes placées en elle. Vous avez enfin insisté sur l'importance de restaurer l'autorité de l'État, de favoriser le retour des déplacés et également de mener une approche que je peux qualifier d'inclusive, qui ne peut pas être réalisée dans la précipitation. À ce propos, j'aimerais vous poser une question. Elle est de savoir, au regard des intérêts stratégiques autour des ressources minières, peut-on réellement espérer une paix durable sans repenser en profondeur les logiques économiques qui structurent ce conflit? Autrement dit, comment traiter sérieusement les causes si les enjeux économiques continuent à dominer les logiques diplomatiques? Merci beaucoup. merci Suzanne pour la question. Comme vous le savez, je vais répondre à cette question avec un exemple, parce que cela s'est déjà produit en RDC. Les Congolais ont été tués à Kisangani dans une guerre entre deux pays étrangers qui s'affrontent chez eux en bombardant leur pays, leur maison. Deux pays étrangers se trouvant dans un pays étranger, ils s'affrontent. C'est le Rwanda et l'Ouganda. Mais qu'est-ce qu'il y a eu après? Mais il n'y a pas de sanctions toujours. Ils se sont affrontés en tuant les Congolais pour les minerais et il n'y a pas eu de sanctions. Il n'y a rien. Alors tout le monde continue comme si rien n'était. Et voilà, aujourd'hui, on propose encore un accord. Mais il n'y a toujours pas de justice. Comment pouvons-nous avoir un État stable quand il y a beaucoup d'impunité? On enterre des gens vivants. Mais il n'y a pas de justice. Pourtant, il y a toutes les preuves. Tout le monde le sait. C'est dans le document de l'ONU. On a tué des gens qui Kisangani, deux forces étrangères. Mais il n'y a pas de sanctions. Il n'y a toujours rien. C'est ça l'impunité. Et à votre question, je le dis et je le répète, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de paix sans la justice. Ces accords de paix qui est censé être les accords de paix, qui sont censés être des accords de paix, ça passera comme ça. Pour moi, le premier chapitre de cet accord devait être la justice pour les victimes. La justice. Oui, parce que quand on commence par les matières premières, mais on ne va rien traiter. On ne va rien traiter. Voilà, c'est ça ma réponse, parce que moi, j'ai vu un voisin à moi perdre son enfant. Comme ça, du clic au tac, l'enfant n'était pas malade, il a reçu une balle et il est décédé. Et ce parent-là doit se taire. Voilà, c'est fini. Mais ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Il y aura encore les violences. Il y aura encore des... Ça va se répéter, comme ça s'est déjà répété. Il y a eu beaucoup d'accords. Ça va se répéter s'il n'y a pas de justice.
Merci, Suzanne. Merci beaucoup, Monsieur Top. Merci pour cette intervention très intéressante. Vous avez souligné que la justice doit être le point de départ si l'on veut vraiment bâtir une paix véritable. Et vous avez raison de rappeler que sans reconnaissance des crimes, sans responsabilité et sans réparation, les accords resteront fragiles, voire même illusoires. Merci beaucoup, Monsieur Top. Et cela nous amène justement à réfléchir au rôle des acteurs internationaux dans ce système d'impunité, mais aussi dans l'alimentation même du conflit. Maintenant, je vais donner la parole à Madame Simri. Elle est la coordonnatrice du chapitre de Montréal de Wode Biongoa. Madame Simri, depuis votre position au Canada, que pouvez-vous nous dire sur la responsabilité ou bien même la complicité du gouvernement canadien dans l'exploitation minière en RDC et les dynamiques de conflit qui en découlent? Merci. Il semble que Madame Simri n'est pas en ligne actuellement, donc peut-être en attendant qu'elle revienne, je pense que, on peut passer la parole à Ayrton pour son intervention. C'est bon pour moi. Je ne sais pas si Suzanne, vous voulez faire la transition. Suffisant? OK. Vous êtes- Oui, je crois qu'on peut introduire Ayrton maintenant en attendant que Simri revienne. Oui, d'accord, Monsieur Aubry. Je rappelle qu'il est enseignant à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar et il est également docteur en sciences politiques associé au Centre d'études et de recherche internationale. Madame Simri n'est pas là, donc je vais donner la parole à Monsieur Aubry. Mais avant de passer à la séquence de questions-réponses, j'aimerais qu'on prenne encore quelques minutes pour aborder des aspects essentiels du processus de paix. Donc, Monsieur Aubry, la communauté de développement d'Afrique australe à laquelle la RDC appartient, donc, quelle est sa place aujourd'hui dans le processus de paix et si elle peut jouer un rôle plus fort aux côtés donc, de l'Union africaine? Voilà ma première question. Très bien. Merci beaucoup, Suzanne. J'espère que vous m'entendez. Donc, je vais intervenir dès maintenant. Du coup, c'est très difficile d'intervenir après l'intervention de Monsieur Top, euh, parce que je dois du coup présenter des dynamiques extrêmement loin des réalités quotidiennes de la RDC, un peu comme celle dénoncée par le combo Top tout à l'heure sur les accords qui ont été signés. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile d'intervenir après une telle intervention, une intervention aussi brillante. Euh, je remercie toutefois les organisateurs de World Beyond War de m'avoir convié à cet événement et du coup l'occasion éventuellement de rappeler quelques éléments contextuels, donc plutôt liés à l'échelle régionale de ce qui se passe en RDC et en particulier pour ce qui concerne la SADC. Donc vous l'avez rappelé tout à l'heure, la raison pour laquelle enfin, ce séminaire a été organisé, ce webinaire a été organisé, c'est, si j'ai bien compris, c'est la signature des accords du 27 juin 2025 à Washington entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Donc c'est un accord signé le 27 juin. Il y a un autre accord qui est en préparation à Doha, au Qatar, en ce moment où déjà en fait des déclarations de principe sur un cessez-le-feu ont été signées il y a une dizaine de jours, le 19 juillet, cette fois entre les autorités congolaises et le M23. Et, euh, et en fait, ces deux parties avaient jusqu'à hier pour mettre en œuvre certaines composantes du cessez-le-feu, mais on a vu qu'il y avait des violences qui étaient commises jusqu'à hier. Un accord plus large est attendu au mois d'août
la date du 18 août circule, avec notamment l'établissement d'une feuille de route pour le rétablissement de l'autorité de l'État à l'est de la RDC. Hein, c'est un petit peu les points qu'abordait M. Top tout à l'heure. Le 18 mars 2025, donc il y a de cela 4 mois, une rencontre avait déjà eu lieu à Doha, donc au Qatar, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Donc là, je vous ai rappelé quelques dates récentes, toutes sont de 2025, sur les avancées dans la résolution du conflit à l'est de la RDC. Dans toutes ces dates, vous avez deux gros acteurs internationaux deux acteurs mondiaux, excusez-moi, qui sont mentionnés, les États-Unis et le Qatar. Mais en fait, au-delà des acteurs africains directement concernés par le conflit, eh bien, les autres acteurs, notamment régionaux du continent, sont absents. Et du coup, cette absence, elle interpelle, et notamment l'absence de la SADC, vers laquelle je me tourne maintenant. La SADC, donc, c'est une organisation régionale, la Southern African Development Community, qui compte 16 États membres. Donc, c'est une organisation qui a une certaine expérience. Hein, déjà, elle a été institutionnalisée en 1980. En fait, elle existait sous une forme un peu informelle depuis les années 60, plutôt en fait en lien avec ce qu'on appelait les États de la ligne de front contre les États d'Afrique australe qui étaient dominés par des minorités blanches, en particulier l'Afrique du Sud et la Namibie. Et donc, c'est de là que va naître la SADCC en 1980, qui devient la SADC en 1992, avec la déclaration de Windhoek en Namibie, qui officialise sa création. Il faut aussi noter que le Rwanda ne fait pas partie de la SADC. Le pays avait déposé sa candidature en 2005, mais elle avait été rejetée. Sur l'actualité de la SADC, le 45e sommet de l'organisation se tiendra les 16 et 17 août 2025 à Madagascar, à Antananarivo, et ça marquera du coup le début de la présidence malgache de l'institution. Jeudi 16 et 17 août, c'est important puisque l'accord de paix plus large est attendu pour le 18 août 2025. Donc vous voyez que ce sommet sera en plein moment d'aboutissement des négociations. Mais encore une fois, la SADC n'est pas partie prenante des discussions qui ont lieu à Dakar. Et c'est vrai que pour le moins qu'on puisse dire, c'est que en RDC, eh bien aujourd'hui, la SADC n'est plus un acteur extrêmement impliqué dans la résolution du conflit. Et ces derniers mois, du coup, ce sont plutôt des acteurs extérieurs qui ont géré ce qui s'est passé à l'est de la RDC et au Rwanda. Finalement, les interventions américaines et qataries, elles font complètement fi ce qu'on appelle des processus de solution africaine aux problèmes africains. Pourtant, la SADC, elle s'était donné quand même les moyens d'être un acteur important dans la résolution de la crise, avec le déploiement d'une force, la SAMI RDC, la SAMI RDC, qui avait été déployée en décembre 2023, et elle avait pris le relais d'une autre force régionale, la force de l'East African Community, donc la communauté d'Afrique de l'Est, qui avait, elle, été déployée entre novembre 2022 et décembre 2023, mais finalement, les autorités de RDC avaient décidé de retirer cette force, et donc elle avait été remplacée par une force de la SADC. Donc on avait en fait, à partir de décembre 2023, une vraie implication d'une organisation internationale dans le conflit, une tentative de résolution du conflit, alors surtout en soutien au gouvernement congolais. Alors, il n'y a pas vraiment de chiffre officiel, mais on estime que 1300 soldats avaient été déployés, surtout des soldats sud-africains. C'est vraiment l'Afrique du Sud qui avait été une force motrice dans ce déploiement. Donc, sur les 1300 hommes, on estime qu'il y avait à peu près 1000 soldats sud-africains. Mais finalement, le mandat de la SADC a été terminé le 13 mars 2025. Et d'ailleurs, vous voyez, là aussi, il y a une concordance, parce que le mois de mars 2025, donc c'est à la fois le moment de la fin de la SADC et le moment où une rencontre a lieu au Qatar. Donc, vous voyez, symboliquement, il y a une passation de relais, une exportation en dehors du continent
des négociations. Donc la SADC finit son mandat le 13 mars 2025. C'est le résultat en fait d'un accord qui avait été signé directement avec le M23, puisque les forces militaires de l'organisation en fait se sont fait bloquer, elles se sont fait piéger au moment de la prise de Goma en janvier 2025. Et du coup, elles étaient complètement immobilisées, elles n'avaient plus de liberté de mouvement. Et c'est ce qui a poussé les États fournisseurs de la SADC à négocier avec le M23 pour se retirer du conflit. Donc c'est une défaite stratégique de la part de la SADC. Euh, le mandat de la SAMI RDC, du coup de la force SADC, était de combattre aux côtés des forces armées congolaises, donc contre les groupes à l'est du pays qui contestent son autorité. Mais du coup, la force, la SAMI RDC, n'a pas tenu le choc face à l'offensive du M23 de janvier 2025, offensive qui avait été soutenue, hein, on le rappelle, enfin, c'est comme c'est reconnu officiellement par l'ONU, offensive qui avait été soutenue par le Rwanda. Et c'est à cette occasion que les villes de Goma et de Bukavu, notamment, ont ont été prises. Et donc, c'est face à l'incapacité de faire face à cette attaque que la force s'est retirée. Donc, dans cette force, on avait l'Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie qui étaient impliqués. Euh, et en fait, ce qui était censé se produire, c'est que la CMRDC devait repartir à partir de l'aéroport de Goma, mais finalement, cet aéroport était impraticable, et donc elles ont dû passer par la Tanzanie. L'intervention de la SAMI-RDC, donc de la SADC, était délicate, puisque le Rwanda en fait, c'est un acteur régional très important, et c'est un pays qui fournit notamment des troupes de soutien au Mozambique, dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes. Dans le Mozambique, là où intervenait déjà une force de la SADC, et donc il était délicat pour l'organisation régionale de s'aliéner le Rwanda. Et donc voilà, ça complique un petit peu, ça a compliqué cette opération militaire. On n'a pas eu que cette opération militaire de la part de la SADC, il y a eu aussi des entreprises de médiation qui ont été mises en place. En plus de cette force militaire, la SADC avait dépêché des équipes de médiation. En particulier, le président de l'Angola avait été dépêché, mais il a finalement jeté l'éponge. Il y avait aussi une autre mission qui avait été déployée en mars 2025 avec plusieurs anciens présidents. On avait notamment Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, Olusegun Obasanjo du Nigeria, Kalema Molante donc de l'Afrique du Sud, Catherine Samba-Panza de Centrafrique et Zalewar Zoud de l'Éthiopie. Mais ces missions n'ont pas abouti. Et l'Union africaine avait aussi lancé sa force de médiation. Et là aussi, je vous dis tout ça pour vous montrer qu'il y a une forme de concurrence aussi entre les différentes organisations régionales et continentales. Et donc, ça complique aussi la résolution du conflit. Mais une autre médiation avait été tentée par l'Union africaine avec Faure Gnassingbé, notamment, donc le président du Togo, comme médiateur. Mais toutes ces tentatives ont échoué. Et en fait, c'est seulement l'intervention diplomatique des États-Unis et du Qatar qui fait qu'un accord de paix, ou du moins des accords sont signés, mais qui ont la fragilité qu'on connaît, hein, et que Lukambo Top a souligné tout à l'heure. Mais donc finalement, c'est la paralysie et les difficultés des différents acteurs à trouver des solutions qui ont favorisé l'intervention des acteurs extérieurs sur le continent. La SADC, elle est intéressante puisqu'elle a tenté d'opérationnaliser les solutions africaines aux problèmes africains. Notamment, la force qui a été mobilisée, c'est une force qui relève de ce qu'on appelle la force africaine en attente, ce qui fait partie de l'architecture africaine de paix et de sécurité, et qui doit en fait faciliter pour les régions africaines la résolution des crises, notamment après ce qui s'est passé au Sahel et les difficultés pour la CEDEAO d'intervenir entre 2012 et 2013. Et là encore, d'ailleurs, c'est la France qui avait fini par intervenir. Mais du coup, on avait décidé d'accélérer le calendrier de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Et là, la SADC a essayé de mobiliser ça, mais ça n'a pas marché. On ne sait pas du tout où vont aller les traités qui ont été signés ces derniers jours, mais quoi qu'il en soit, ces traités, ils font d'ores et déjà beaucoup de mal au principe des solutions africaines. Ces solutions
elles ont, comme je disais, elles ont été minées un petit peu par la concurrence entre les différentes organisations régionales, entre la SADC, l'Union africaine et le AC, chacun D'accord. ayant sa mission de médiation, et aussi parce que il n'y a pas il n'y a pas vraiment de leadership régional sur ces questions, mais il faut aussi rappeler que le fait que le Rwanda soit directement impliqué complique énormément les choses, puisque aucun des acteurs étatiques de la région ne veut s'aliéner le Rwanda. Et donc ça complique toutes les tentatives de résolution du conflit. Euh, voilà, donc on est dans l'expectative de ce que vont donner les accords qui ont été signés. Euh, il faut espérer que ce ne soient pas des accords qui soient simplement au bénéfice de l'image du président américain et de la diplomatie qatari, et que leurs dividendes seront durables, de manière à ce qu'ils dépassent justement les coûts pour les institutions régionales et continentales qui ont tenté d'intervenir dans le conflit. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Aubry, pour cet éclairage sur le rôle de la SADC. Vous avez soulevé que la SADC s'est dotée de moyens, affirmant une volonté de réponse régionale. Cela nous amène à une dernière question avant d'ouvrir le débat avec le public. Comment la solidarité internationale peut-elle s'exprimer de manière concrète aujourd'hui? C'est-à-dire au-delà des prises de position institutionnelles ou diplomatiques, quelles actions peuvent mener les mouvements pour la paix, les citoyens engagés pour soutenir réellement les peuples affectés par les conflits, en particulier le peuple congolais? Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Bah, probablement que Sibri pourra beaucoup mieux répondre à cette question, mais en tout cas, à l'échelle interétatique, euh, là-dessus, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont impliqués depuis longtemps dans le conflit, hein, et qui dépassent des logiques peut-être de prédation des ressources. Et c'est vrai que c'est peut-être réévaluer le rôle des opérations de maintien de la paix qui sont, il est vrai, aussi critiquées par les populations en RDC, euh, mais revenir à des approches plus coopératives que prédatrices serait probablement salutaire sur cette question. Et c'est vrai ce que disait Lukambo Top tout à l'heure sur l'importance de remettre au cœur la question de la justice transitionnelle. Ce sont des impératifs, hein, voilà, remettre à l'agenda les questions de coopération, de justice transitionnelle, plutôt que des questions de captation des ressources aussi. C'était ma réponse, Suzanne, si vous voulez prendre le relais. Euh, d'accord, Monsieur Aubry. Euh, Madame Sibri, est-ce que vous êtes là? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, OK, formidable. Donc, c'est à mon tour? Oui. oui. Ah, OK, alors je vais, merci, je m'excuse, je vais partager mon écran. Je vais juste regarder ça. Donne-moi quelques instants. OK. Je vais juste mettre la présentation sur mon écran. Euh, OK, voilà. Je m'excuse, j'ai fait tout ça dernier moment. Et j'ai mal calculé les cartes pour le temps, pour l'heure, pour commencer. Alors, je pense que je suis un peu en retard. Voilà, OK. OK, slideshow. OK. Alors, si je me retourne ici, share, ici. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez la présentation? Oui,
OK, Oui. formidable. OK, je commence. Alors, je me présente, je ne sais pas pourquoi. Guerre au Congo, quel rôle joue le Canada? Moi, je suis la coordinatrice de la chapitre de Montréal au Canada. Et j'ai beaucoup étudié cette question pour savoir je sais que l'Occident est coupable dans tout ça avec, pour l'argent, effectivement. Je suis en train de lire actuellement L'Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. C'est un livre de Charles Onana qui a paru en 1900, très récemment. Mais je peine, je sais commencer. Alors, de questions, mais c'est choquant. Alors, pour dire l'Holocauste au Congo, c'est un des plus anciens conflits au monde. Des dizaines, vous savez tout ça, mais juste pour résumer. Des dizaines de groupes armés, le plus connu étant le M23, composé de Tutsis rwandais. Et Onana, il parle beaucoup de ça et comment ça, Kagame et tout ça a été formé aux États-Unis et là, là, là. Les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi sont impliqués. Le M23 s'est emparé de Goma et de Bukavu, deux grandes villes en RDC. Il y a, selon les statistiques que j'ai pu trouver, 522 000 réfugiés congolais, 5,6 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et 1 million de personnes cherchant asile dans les pays voisins. Alors, beaucoup de questions autour du fait que les minerais alimentent et financent le conflit. C'est-à-dire que tout le monde se profite tout autour du Congo, sauf les Congolais eux-mêmes qui sont dans les misères. Alors, si j'ai regardé, j'ai trouvé un site qui s'appelle Réseau Minier Junior. Je ne sais pas si c'est une liste compréhensive, mais selon ce que j'ai pu trouver, tous les acteurs miniers au Congo pour les investisseurs sauf deux, sont au Canada. Alors, on a AGN Resources, Alpha Min Resources, AngloGold, ça c'est Afrique, Avanti Gold, Barrick Mining, qui est international, mais ça a commencé avec un Canadien qui a fondé cette société. Canada Rare Earth, Ivanhoe Mines, Lincor Gold et Tantalus Lithium. Je vais toucher sur ces divers facteurs plus tard. Alors, pour cuivre et cobalt, c'est Ivanhoe qui domine. La plupart des mines se trouvent dans la région de la ceinture de cuivre, dans l'Est, certainement. Le cobalt est essentiel pour les batteries de véhicules électriques. Et ça provient des mines, disons, industrielles et, disons, artisanales, mais tout le monde sait que c'est pas, ça a l'air comme artisanal. De l'artisanat, mais c'est très dur. Les compagnies canadiennes sont liées à l'Ivanhoe. Alors, le cobalt est généralement un sous-produit de l'extraction de cuivre et de nickel. Alors, quand on voit des mines de cuivre et nickel, c'est sous-entendu que c'est des mines pour le produit final serait le cobalt. Et la ceinture de cuivre de la RDC et de la Zambie fournit la majeure partie de la production mondiale de cobalt. En 2024, la production dépassait les 300 000 tonnes. Et si on voit selon cette liste, la grosse majorité, je ne sais pas c'est de quel pourcentage, mais 111 300 tonnes de cobalt venaient de la RDC. Alors, il y a deux projets de Ivanhoe en RDC actuellement. Kamoa, Kalua et l'autre, c'est une mine à Kabushi. Et c'est partagé avec le gouvernement de RDC, mais comme on voit, c'est très peu la partie de le gouvernement de le pays qui fournit toutes ces richesses et très, très peu comparaison à la part des entreprises canadiennes et ailleurs. Alors, en 2023, ça, je sais, ça, c'est pas directement à la guerre, mais quand même, il y avait des services de la compagnie Ivanhoe. En 2023, il y avait comme une Amnesty International a signalé qu'Ivanhoe avait porté atteinte aux droits fondamentaux de centaines de personnes en RDC qui avaient été expulsées
en 2016 et 2017 pour permettre l'expansion de ces mines. Et ils ont eu une récompense, soi-disant récompense, mais les maisons de substitution étaient vraiment pas à la hauteur de besoin. C'était pas, il y avait même une photo que j'ai pas pu le temps de montrer, mais les maisons des ouvriers dans les mines étaient vraiment dans le grand luxe en comparaison avec les maisons de substitution qui n'étaient même pas aussi bien que les originaux maisons qui ont été volées. Alors, c'est ça l'histoire. Maintenant, on passe alors à les deux compagnies canadiennes sont Barrick et Banro. C'est concentré toujours dans l'Est et comme vous savez bien, le contrebande d'or à travers les frontières et les pays autour s'enrichissent à travers le M23 et plusieurs acteurs, euh, plus que les gens à l'intérieur de RDC, bien sûr. Barrick Gold a été fondé en 1983 par une Canadienne. Maintenant, c'est international. Barrick Gold exploite une mine d'or à Kibali et, euh, et c'est partagé entre Kibali Gold Mines SA, Barrick et AngloGold Ashanti qui est sud-africaine. Alors, ils ont chacun 45% et la société minière de Kilomoto, qui est le parti de DRC, je pense, c'est 10%. Alors, j'ai fait un peu de recherche sur les mines de Banro. La chose qui est intéressante, c'est que Banro a eu beaucoup de problèmes avec la mauvaise relation publique. En 2023, il a vendu sa mine d'or Giza dans la province de Sud Kivu et sa mine d'or Namoya dans la province de Maniema à un consortium chinois. Avant la vente, les activités de Banro ont forcé des personnes à se déplacer en raison des activités minières. Et des décès ont été signalés en raison des activités de Banro et le manque de précautions de sécurité. Alors, c'est intéressant à constater que les conditions de la vente permettaient à Banro de percevoir des redevances sur les mines à perpétuité. Alors, il s'est débarrassé de la mauvaise réputation de Banro, mais il continue à s'en profiter des mines sous un autre nom, sous une autre égide. Je pense que j'ai la même chose ici. Lithium, c'est Agian Resource. J'ai perdu mon... Lithium est utilisé pour les batteries dans les voitures électriques et la compagnie canadienne qui est impliquée, c'est Agian Resource. Je pense que c'est en Ontario. Je m'excuse, j'ai perdu quelque chose. La dernière minéraux d'intérêt, c'est les minéraux de terre rares qui ont des propriétés intéressantes à savoir qu'ils sont utilisés beaucoup pour les fins militaires. En juin 2024, Canada Rare Earth a conclu un accord d'approvisionnement avec Sakima SA, une société minière de la RDC. Et c'est ça pour... Maintenant, pour passer au double discours de Canada, Yuri? Oh, allez. Oui, désolé d'interrompre. La vidéo, l'image est un peu rognée par les bords. Je ne sais pas si c'est possible Yeah, je ne d'ajouter. sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça parce que j'ai fait tout ça dernière minute. Oh, Parce que ça paraît pas dans l'original, mais ça paraît quand je le partage. oui, comme ceci, oui, c'est bon. Pourquoi? Ouais, je ne sais pas d'où ça vient. On peut l'afficher sans slideshow. Ah, je vais essayer de le faire plus grand dans ce cas parce que Oui. laisse-moi On regarder. peut, on peut masquer le slide là à gauche. Voilà. Comme ça, C'est mieux? c'est mieux, oui. OK, OK. Euh, je m'excuse, oui, pour la... Alors, ce que j'ai dit, c'est que une des choses que à Al Jazeera, les rapportages de Al Jazeera ont dit, entre autres, c'est que le Canada doit au moins arrêter d'avoir des relations amicales avec le Rwanda. Et une chose de donner des aides au Rwanda et ainsi de suite.
Et quand ils ont arrêté de donner de l'aide au Rwanda en 2019, je pense que c'était, apparemment, ça a freiné beaucoup les activités M23 tout de suite. Mais ils ont repris l'aide au Rwanda depuis. OK, alors le site du gouvernement du Canada en ce moment, j'ai regardé, et ils ont comme ils disent ça à propos de Rwanda. Le Canada a établi des relations avec le Rwanda en 1963, un autre commissariat à Kigali. Au Canada, le Rwanda est représenté par un autre commissariat à Ottawa, ce qui est, d'après moi, honteux. Le Canada et le Rwanda collaborent dans le nombreux domaines, avec, pas avec d'ironie, notamment la protection dans l'environnement, l'égalité des sexes, le maintien de la paix, la promotion de discours et d'investissement et la coopération au sein d'organisations multilatérales telles que la francophonie et le Commonwealth. Tout ça est très honteux et c'est un peu comme leur relation avec l'Israël en vue du fait que ce pays est très impliqué dans les services dans un autre pays. Alors, c'est pas le moment d'avoir une bonne relation amicale avec un tel pays. J'ai aussi trouvé sur les sites gouvernementaux du Canada une déclaration récente que je n'ai pas remarquée dans le jour, c'était en mars de cette année, de 3 ministères pour dire, en raison des actions de Rwanda dans l'Est de RDC, le gouvernement du Canada a pris la décision de suspendre la délivrance de permis pour l'exportation de marchandises, suspendre les nouvelles activités commerciales du gouvernement avec le Rwanda, revoir la participation du gouvernement du Canada aux événements internationaux organisés, etc. Alors, c'est très prometteur, sauf que si on regarde l'argent, par exemple, qui est donné dans l'aide, ça provient d'un site de OECD. Si on regarde l'aide qui a été donnée en 20, est-ce que vous voyez, parce que c'est très petit, est-ce que vous voyez toujours les chiffres? Oui, oui. OK. Alors, si on regarde, par exemple, juste pour une fin de comparaison, le montant d'argent que le Canada a donné à l'Ukraine en 2023, c'était juste presque 2 milliards de dollars d'aide. Ça, c'est une compagnie des gens blanches. Rwanda, ils ont donné 6 millions de dollars. Alors, en comparaison, ça, c'est une compagnie où il y a un holocauste, où des millions de personnes ont perdu la vie, qui est en crise depuis 30 ans. Et si on regarde juste ça, ça parle beaucoup. Pour comparaison, oh pardon, ça c'est 6 millions pour Rwanda et pour le Congo, c'était 60 millions. Mais quand on considère tout l'argent qu'on fait, c'est très peu. Et j'ai vu ça dans le journal, et je ne sais pas, peut-être vous avez parlé de ça. Je pense que le personne avant moi a parlé de ça, mais il y a une entente de paix pour le mois d'août, apparemment, qui a été effectuée entre le M23 et le gouvernement. Alors, il y a une lueur d'espoir. C'est tout. Ça, c'est la fin de ma présentation. Alors, je vais arrêter de partager. Merci. Suzanne? D'accord. Merci beaucoup, Madame Sévry. Merci Pas pour de votre problème. intervention. Oui, vous avez parlé de la situation des réfugiés et la manière dont les minerais stratégiques comme le cuivre, le coltan, alimentent les conflits. Excusez-moi, vous nous avez également parlé du rôle des entreprises minières canadiennes, notamment le barrique, le bambou, etc., dans les dynamiques de conflit à l'est de la RDC. Vous avez également parlé des sévices rapportés autour de certaines exploitations minières et les liens profonds entre intérêts économiques et guerres prolongées. Plutôt, M. Top, il a insisté sur l'importance de la justice comme condition préalable à toute paix réelle
et sur les limites de l'accord de paix, donc signé sans prise en compte des souffrances subies. Quant au docteur Aubry, il a apporté un éclairage précieux sur le rôle de la SADC qui, face à l'inaction d'autres institutions, s'est doté de moyens et semble vouloir affirmer une présence plus politique et militaire dans la région. Donc, ces différentes interventions nous rappellent que les dynamiques du conflit congolais sont à la fois locales, régionales et globales, et que la paix durable ne pourra venir que d'une approche lucide et profondément juste. À présent, nous vous donnons la parole. Nous passons à la phase de questions, réactions et échanges. Vous pouvez écrire dans le chat ou lever la main si vous souhaitez intervenir à l'oral. N'hésitez pas également à vous adresser directement à un intervenant ou à poser une question. Voilà, nous vous écoutons. Merci beaucoup. En Je vais attendant, vérifier dans le chat il s'il y y a a une des question dans questions le dans chat. le chat. Oui, Locambo Euh, peut oui, répondre aussi. je pense qu'il y a une question dans le chat. OK. Oui, Hum, merci pour la question. Il a posé Notez que, la... Uh-huh. allô? Allez-y, allez-y. Merci pour la question. J'ai vu la question de mon compatriote. Je dirais le désarmement, c'est la voie. Après le désarmement, il y a un programme de démobilisation des armements qui est en place. Ils doivent désarmer et affronter la justice ensuite. Ce n'est pas seulement désarmer, rejoindre l'armée. Non, 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 non. Il faut étudier leur cas. Si vous êtes un membre d'un mouvement rebelle et que vous avez, par exemple, enterré des gens vivants ou massacré dans une église des fidèles, il faudrait d'abord commencer par affronter la justice. Après la justice, si vous êtes déclaré innocent, vous pouvez profiter du processus de désarmement, participer à une formation professionnelle, pas automatiquement rejoindre l'armée. Non, 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 non. Mais c'est quoi? On a déjà commis ces erreurs dans le passé. Prendre des criminels et les mettre les insérer dans l'armée. Ça, c'est la mauvaise chose qu'il ne faut surtout pas faire. Mais vous êtes un rebelle aujourd'hui. Vous êtes intégré dans l'armée. Vous venez encore sécuriser ma famille que vous aviez massacrée la fois passée. Vous trouvez ça normal? C'est impossible. Voilà pourquoi il faut que tout le monde accepte d'affronter la justice. C'est la meilleure voie pour une réconciliation. La communauté peut décider de vous pardonner. C'est bien. Vous, vous revenez, vous travaillez pour la communauté. Mais allez directement rejoindre l'armée et protéger encore ce même peuple. Ça ne sera pas raisonnable pour moi. Ensuite, où ils vont aller, ça ce n'est pas la bonne question. S'ils sont congolais, ils vont rester au Congo chez eux. S'ils sont étrangers, ils doivent être rapatriés chez eux. Mais une rapatriation, un rapatriement organisé avec les organisations régionales ou internationales, on les rapatrie chez eux. Si vous êtes congolais, vous affrontez la justice chez vous. Voilà, moi je pense que ça peut nous amener vers la paix. Merci beaucoup pour Avez-vous ces éléments compris de ou réponse. j'aurais encore à... Merci, merci.
Vous êtes là? Oui. Oui, madame, nous sommes là. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Il y a une autre question qui a été posée. Il a dit dans le chat, pour cela, je demanderai à Wood Byung-hwa d'ouvrir une porte à l'assistance humanitaire aux victimes de guerre et de lancer le dialogue intercongolais. C'est une proposition, je pense. Monsieur Guy, si vous pouvez apporter des éléments de réponse sur ce que la personne a proposé. Oui, j'ai également répondu sur la question dans le chat. Dans le rôle de World Beyond War, nous faisons déjà l'alerte. Hein. Nous faisons une alerte. Nous attirons l'attention de la communauté internationale sur la situation réelle au Congo en faisant parler les acteurs qui vivent cela et en analysant le conflit comme nous le faisons. Et en le faisant, nous diffusons l'information et pour que d'autres acteurs puissent intervenir à leur niveau, que ce soit pour apporter une aide humanitaire ou bien pour mener proprement le dialogue. Et c'est important qu'on arrive à cela. On arrive à cela, comme Lawrence le dit également dans son commentaire. Il est vraiment important pour la résolution durable du conflit de penser au côté psychologique des populations qui sont affectées, traumatisées par tant d'années de souffrance et de violence. Oui, c'est important. Donc, il y a deux personnes qui ont levé la main, Suzanne. Je pense, Edel non, Martin. je pense qu'il n'y a pas d'autres Oui, questions. Il n'y a oui, pas d'autres questions dans le oui, chat. Oui, donc Edel a levé oui. la main. Ensuite, ce sera Merci. Amel. Merci beaucoup. Puis-je prendre Monsieur la Edel, parole? ok. Oui, oui. Oui. Merci Oui, monsieur, beaucoup. vas-y. Merci, Madame Suzanne. Merci pour la parole. Je voudrais d'abord vous féliciter pour cette discussion, ce débat qui nous permet quand même peut-être de mettre ensemble des idées. J'ai une préoccupation, c'est par rapport à la justice transitionnelle, parce que cette question fait débat. Je suis congolais, je suis au Congo-Kinshasa, je travaille avec le réseau Jeunes dans le monde pour la paix, dont je suis coordonnateur national, mais aussi avec des réseaux de paix comme Pax Christi International. Donc la question même par rapport à l'accord qui a été signé à Washington, je vois que beaucoup de compatriotes se posent la question sur la justice. La justice, parce qu'on a trouvé que dans les dossiers et dans l'accord, on n'a pas fait mention à la justice. Je mentionne aussi que je suis ressortissant de l'Institut catholique de Paris, donc à l'Institut de formation en négociation et médiation. On oublie la dimension, parce qu'on est dans l'accord, on oublie la dimension ou le rôle des médiateurs et des parties au conflit. Ou soit l'option était d'imposer la paix ou de négocier la paix. Parce que quand on vient négocier la paix, vous pensez que ça sera possible qu'on y aille. Qu'est-ce qui doit venir avant? Est-ce la justice ou c'est la paix? Mais si on veut on veut à tout prix avoir la paix. Et la poursuite de la justice va encore compliquer la chose, comme ce qu'on connaît, les dilemmes entre justice et paix. Justice et paix s'appellent à un certain moment, mais aussi à un certain moment, ça se repousse. Comment voulez-vous que les gens aujourd'hui, comme les M23, on entend ce qu'ils font là, vont-ils accepter s'ils savent qu'ils vont être condamnés, ils vont être peut-être disons, condamnés dans l'accord, vont-ils signer cet accord? Je pense que c'est impossible. Les gens qui, pour le moment, sont encore forts, vous allez leur demander ou vous allez déjà leur proposer un peu la justice. Cette question a été évoquée, je pense, à un certain moment pour le départ de Joseph Kabila, ancien président, lorsqu'il savait qu'on va les poursuivre pour les actes qu'il a commis. Je pense que l'Assemblée nationale, à un certain moment, avait proposé qu'on ne va pas les poursuivre. C'est comme ça qu'on est parvenu même à céder les fauteuils parce que c'était difficile.
Donc, je reviens pour me résumer que justice et paix s'appellent, s'embrassent, mais justice et paix aussi se repoussent. C'est immoral. On a raison de dire c'est immoral lorsqu'on va signer l'accord de paix et on oublie toutes les exactions que ces rebelles ou que les gens ont commis parce que les autres, même pour prendre le pouvoir, ils vont faire un recours maintenant là. Moi, je pense qu'avec les échecs que l'on a trouvés pour la SADC, pour les différentes institutions au niveau régional, qui n'ont pas su jouer leur rôle par rapport à certaines raisons qui sont les leurs, et qu'aujourd'hui, si Washington y parvient, c'est d'abord avec posture de Washington, et nous pensons qu'on pouvait soit opter pour l'imposition de la paix. Si on sait que non, il les résiste, et l'armée américaine va intervenir. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on a vu même à un certain moment Rwanda fléchir. Mais une question que je vais poser ensemble avec le groupe, c'est de savoir, parce qu'aujourd'hui, on parle de Washington, on revient, mais on oublie qu'au mois de février, il y a eu la résolution des Nations Unies. Et pourquoi cette résolution est demeurée aujourd'hui? Parce qu'il avait suscité même de l'espoir au niveau du peuple congolais. Et l'ONU ne s'est plus imposé la paix. Et c'est là que je vois que le raisonnement ou le débat qui est au niveau de Pax Christi pour savoir qu'il faut refonder les institutions internationales qui, 80 ans après, ne sont plus adaptées aux réalités que nous avons aujourd'hui. Parce que dans des cas pareils, comment au Rwanda, quelle que soit sa puissance, nous avons vu le secrétaire des Nations Unies dire, devant, alors qu'il y avait la MONUSCO en RDC, dire que le Rwanda, qui est un pays membre, détiendrait ou détient des armes les Nations Unies. Donc, là, je vais clôturer pour dire, je comprends que la RDC, nous sommes victimes du complot international et qu'il faudra que la population congolaise elle-même, donc, parce que si on laisse à l'État congolais qui est fragile, vous avez parlé de 30 ans d'occupation, 30 ans d'instabilité politique, si nous espérons que notre salut va venir de l'extérieur, alors que tous les intervenants ont leurs agendas cachés, ont leurs propres intérêts, et je suis en train de me rendre compte, moi, qu'on ne joue pas un jeu franc dans ce qu'on est en train de faire pour la RDC. Voilà que le Canada est là, mais entre-temps, le Canada soutient, et on vous dit aujourd'hui, on va couper toute aide au Rwanda. Mais en coulisses, quelque part là, ils soutiennent d'une façon ou d'une autre avec les multinationales qui sont occidentales ou américaines, ainsi de suite. Donc, je me résume là pour dire, inviter à la question, il faudra peut-être organiser un webinaire sur les dilemmes entre justice et paix. Pour le moment, il fallait poser la question à la population, qu'est-ce qui doit venir avant? Est-ce coûte que coûte la paix? Et nous espérons que là, nous entrons dans ce qu'on appelle le règlement des conflits. Donc, on met d'abord fin aux violences qui sont pour le moment les violences qui n'aident pas la population à dormir. Et on va poursuivre les gens après, comme Top a évoqué le cas de Ouganda et au Rwanda qui se sont battus. Mais par après, nous savons qu'ils ont été condamnés. Il y a quand même des fonds qui sont en train de payer. Mais si on veut poursuivre à la fois et la paix et la justice, je pense que ça va aussi se compliquer, ça va être impossible parce qu'un rebelle en position de force, il va continuer avec son alliance qu'il sait qu'il va être poursuivi. Merci, madame. Merci à tous les compatriotes qui suivent avec moi cette conférence de haut niveau. Allô? Merci beaucoup, Martin. Nous avons Armel. Après Armel, nous allons donner la parole à Lukambo pour intervenir et clarifier des éléments qu'il faut clarifier et apporter d'autres réponses. Ok, merci de me donner la parole. Merci à tous les participants et surtout aux organisateurs qui ont pensé cette discussion très importante. Ma contribution se situe au niveau du DDR. J'ai quelques appréhensions par rapport à ce processus et je me pose la question des ex-combattants. Pour moi, c'est une question qui est véritablement sensible et très délicate à manager. Je me demande, si on veut adresser la question du DDR, la première chose, c'est de penser à la situation des ex-combattants. Comment est-ce qu'on les intègre? Parce que parfois, on se dit, on va les réintégrer, on va les socialiser.
Mais je me mets à la place d'une personne qui a été victime, peut-être dont la famille a été complètement décimée par une tierce personne, un combattant qui demain remet les armes, et on veut le réintégrer dans dans la société. La société, certainement, il va revenir, retrouver les personnes à qui il a commis du tort. Comment manager ce genre de cas? Parce que pour moi, je me mets à la place des personnes qui sont passées par là, à voir peut-être le bourreau en face, et on me demande, au nom du DDR, ou d'un processus qui est mis en place pour établir la paix, de l'accepter qu'il revienne à la communauté afin que nous cohabitions. Donc, c'est un peu là où c'est un peu là se situe ma préoccupation, et je me demande comment manager ce genre de choses. Nous avons eu en Côte d'Ivoire, après le conflit, le phénomène des Comzone qui ont été réintégrés dans la société et qui occupaient même pour certains des positions importantes au sein de l'armée. Mais comment essayer de prendre en compte tous ces aléas pour construire la paix, une paix durable? Donc, c'était ça ma question. Merci. Merci beaucoup, Amel. Je crois que nous pourrons apporter des réflexions ensemble sur la question. Maintenant, nous allons donner la parole à Lukambo. Merci, merci Guy. Je veux commencer par rejeter ce que mon compatriote avait dit, complot contre la RDC. Moi, je n'aime pas ça. Parce que quand on parle de complot, ça signifie que le peuple congolais lui-même n'est pas capable de raisonner ni d'agir. Parce que quel complot? Les Congolais sont incapables de stabiliser leur pays. Tous ceux qui arrivent au pouvoir se transforment en voleurs, détourneurs, malhonnêtes. Mais comment parler du complot? Quel complot? Est-ce que ces sociétés qui arrivent en RDC s'approprient des mines comme ça? Non, mais ils traitent avec les Congolais. Ils ont les papiers du gouvernement congolais. Quel complot? Il n'y a pas de complot. Ça, c'est le raccourci. Les Congolais sont incapables, en majorité, de gérer leur pays. Ça, c'est un. Pensez-vous qu'un gouvernement organisé, stable, qui applique les règles, qui gère bien le pays, le Congo peut-il être attaqué et conquis par un pays comme le Rwanda? Même s'ils sont armés jusqu'aux dents, comment? La RDC compte plus de 100 millions d'habitants. Le Rwanda compte approximativement 13 millions d'habitants. Comment pouvez-vous imaginer un complot? Quel complot? Revenons sur la justice et la paix. Quand on parle des accords, c'est là que je trouve qu'il y a encore une faiblesse congolaise. La paix, accord, sans justice. Voilà pourquoi les événements se répètent indéfiniment depuis plus de 30 ans. Vous avez des accords, beaucoup d'accords, en Ouganda, en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Angola, au Qatar maintenant, aux États-Unis, un peu partout, les accords, les accords, les accords. Pourquoi est-ce que ça se répète? C'est ça la bonne question. Ça se répète parce qu'il n'y a pas de justice, il y a impunité. On ne juge pas. Les mêmes acteurs recommencent et recommencent et recommencent. Ça devient un cycle perpétuel parce qu'il n'y a pas de justice. Je me dis, voilà, maintenant on signe les accords. D'accord, on signe. Demain, OK, voilà, je vais répondre. Tu as combien? 50 Kalachnikov. On recommence, mon cher. On prend encore un petit village, 10 villages. OK, les accords. On nous appelle, on signe encore. Ah, OK, ça va. Vous me donnez l'argent. 5 ans après, OK, d'accord.
On prend quelques Kalachnikov, quelques RPG-7, ok, on rentre encore. On prend 5 villages, les accords. Mais non, c'est pas comme ça. Ça ne devrait pas marcher comme ça. La justice, les mandats internationaux, vous signez là-bas. La prochaine fois où vous n'avez plus le droit de sortir de votre tanière, là où vous êtes, vous sortez dans tel ou tel autre pays voisin, on vous prend. Ils vont signer les accords et terminer. Mais cette impunité-là, manque de justice, ça les encourage. Il y a un autre rebelle qui avait été condamné, qui est dans le Grand Nord là-bas, qui recommence encore sa rébellion. Voilà le problème en RDC, c'est le manque de la justice. Alors, pour les DDR, comment faire? Une justice transitionnelle, ce n'est pas uniquement pour condamner les gens. On peut attraper un jeune, un enfant soldat qui avait commis des crimes pendant qu'il avait 14-15 ans. C'est un exemple que je donne. On le juge, il demande pardon. Ses pères, dans le village, son village, on le juge. Voilà, tu avais fait ça et ça. Il demande pardon. Vous décidez, qu'est-ce qu'on fait? On l'emprisonne, on lui donne une seconde chance. Vous décidez, ok, ça va, il va être ici, on va l'encadrer, ainsi de suite. Il va apprendre peut-être à conduire la moto, il va apprendre à cultiver le manioc. Il va faire ce travail et échapper à une lourde condamnation. Ce n'est pas seulement aller condamner les gens ou encore blanchir les gens et les faire retourner dans leur village. Non. Il faut travailler, il faut mettre les spécialistes en place, travailler sur la meilleure façon de procéder. C'est ça. Mais au Congo, le Congo a besoin de justice, spécialement pour ces gens-là qui ont diligenté, qui ont fomenté des groupes armés, qui ont financé ces groupes. On n'a pas besoin de ces gens-là qui appliquent, hein, qui suivent les ordres. Non, on a besoin de ces gens-là qui coordonnent. Certains sont à l'étranger, d'autres à Kinshasa. On les arrête. Qui avait donné l'ordre? Qui avait donné l'ordre? On suit tout ce monde-là. On les arrête, on les juge. Voilà, il y aura la paix en RDC. Merci. Merci beaucoup, Lukambo, pour cet éclairage. On a également une autre question dans le chat. Croyez-vous que le M23 sont des Rwandais seulement? S'il y a aussi des Congolais, euh, espérez-vous qu'ils vont accepter le désarmement et poursuivre la justice congolaise? Et s'ils ont causé des crimes et des viols au peuple congolais? Voilà une autre question qui arrive. Et ok, bon, donc nous avons notre commentaire et suivi d'une question de Edel Martin. Priez d'être responsable de votre déclaration. Dans 30 ans, toutes les autorités ont été moins intelligentes, incapables. Le Rwanda agit seul dans la déstabilisation de la RDC. Est-ce que les communautés internationales et africaines interviennent objectivement sans intérêt dans ce conflit? Voilà, donc, Lukambo, peut-être nous allons vous permettre de clarifier un peu cela pour que ce soit clair votre position aussi. Merci, merci pour ces interventions. Euh,
Alors, le M23, c'est un groupe rebelle qui n'est pas composé uniquement de Congolais. Certes, il y a des Congolais, des étrangers qui sont mixés à l'intérieur. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai un ami en 1986, c'était un Tanzanien. En 1988, nous nous sommes rencontrés, il était devenu Ougandais. En 1995, nous nous sommes rencontrés, c'était devenu un Rwandais. Et en 1998, nous nous sommes rencontrés, il était devenu Congolais. Il a dit qu'il se battait pour son pays, pour libérer son pays, la RDC. Alors, je lui ai demandé, finalement, toi, tu es d'où? Parce que tu étais Tanzanien, tu es devenu Ougandais, ensuite Rwandais, ensuite tu veux maintenant libérer la RDC. Tu savais, il m'a répondu que lui, il n'avait pas de nationalité. Partout où on l'envoie, il devient national de ce pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, comme l'AFDEL, le mouvement qui n'était pas dirigé par Laurent Désiré Kabila au départ, lui, il est devenu dirigeant, arrivé à Kinshasa. C'est un mouvement multinational. Il y a des Ougandais, des Rwandais, des Congolais, des Burundais à l'intérieur. Pour les Congolais, les étrangers, ils peuvent rentrer chez eux volontairement ou par la force. Mais pour les Congolais, ils doivent passer par un processus d'intégration dans la population. Pour ceux qui sont innocents, ils peuvent rejoindre l'armée plus tard, c'est leur volonté. Mais le processus doit tenir compte des victimes. Oui, ça c'est le départ. Il faut tenir compte des victimes. Parce qu'on ne va pas être victime aujourd'hui, victime dans 10 ans encore, victime dans 20 ans, victime après 30 ans encore. On reste victime, victime, victime. Non, ça suffit maintenant. Il faut juger les gens. Il faut juger les gens. Je crois que Comme je nous avons... parle de l'incapacité des dirigeants à stabiliser. Oh non, monsieur Guy, ça c'est très important. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on combat monsieur Tshisekedi. Il est incompétent. Il est tout ça. Et on tue les gens pour ça. Mais au départ, il y a eu quoi? Les mêmes gens qui combattent Tshisekedi, le choix du peuple congolais. Ces mêmes gens avaient mis Tshisekedi au pouvoir. Pourquoi? Pour que le monsieur puisse respecter les accords qu'ils avaient signés et suivre la voie qu'il leur avait donnée. Le monsieur a changé. Ils disent maintenant, non, 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 on ne veut plus de lui. Il doit dégager. Et pour ça, il faut tuer encore le Congolais. Mais qu'est-ce que le Congolais avait demandé? Tu as mis un président qu'eux ne voulaient pas. Maintenant, tu viens les tuer pour dire non, 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 ce président, on doit encore le combattre. C'est quoi? C'est prendre des gens pour des imbéciles? Qui avait mis Tshisekedi? C'est Corneille Nangaa, le président du M23, Fleuve Congo, AFC. C'est lui et Kabila. C'est eux qui avaient choisi Tshisekedi. Le Congolais avait voté Martin Fayoulou.
Et lui-même, il admet ça. Il admet. Mais maintenant, vous allez dire, cet arrangement, ce sont les Canadiens, les Américains, les Français qui avaient décidé cela. Mais non, c'était entre Congolais. C'était entre Congolais. Pourquoi voulez-vous maintenant un complot? Mais quel complot, mon ami? Quel complot? Vous faites tout. Vous prenez des décisions, ensuite vous regrettez plus tard et vous dites non, 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 c'est les autres. Ce n'est pas nous, c'est les autres. Mais non, voyons. Je vous donne un exemple. Regardez les autres pays. Il y a des conflits, certes, mais ils arrivent à un moment à s'entendre comment gérer leur pays. Pourquoi en RDC, ça ne s'arrête pas? Nous avons tout, mais pourquoi ça ne s'arrête pas? Parce que nous sommes faibles en esprit, très faibles en esprit. On ne comprend pas que les intérêts de la nation sont supérieurs à ses intérêts privés. Vous prenez des millions et vous vendez le pays. On vous dit signe là-bas, prends ton enveloppe, tu signes, tu prends ton enveloppe, tu t'en vas. Tu pars aux États-Unis, à Londres, à Paris, et ensuite tu cries, non, 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 il y a un complot. Il y a quel complot? Quel complot? Travaillez pour votre peuple, c'est tout. Dites c'est fini, je ne veux pas de votre argent, je veux développer mon pays, je veux sécuriser mon peuple. Fin. OK. Merci beaucoup, Lukambo. Nous sommes... Bon, pourquoi est-ce qu'on parle de la justice transitionnelle? La CPI, on ne va pas envoyer les enfants à la CPI, mais on va les juger dans la communauté. Oui, est-ce que l'enfant était devenu fou? Parce qu'il y a des enfants qui sont traumatisés. On ne va pas l'envoyer à la CPI, mais on va les examiner. Hein? Cas par cas, il a fait ça, oui. Mais comment ça s'est passé? Qui était le donneur d'ordre? Son supérieur? L'enfant va nous dire, ça s'est passé comme ça, tel monsieur m'avait dit de faire ça, ainsi de suite. Et on poursuit maintenant ces donneurs d'ordre. Ce n'est pas très difficile à gérer. Merci, merci, monsieur Guy. Merci à tous. Voilà, merci beaucoup. Nous allons conclure dans quelques minutes. Nous allons donner la parole à Kimri pour qu'elle intervienne. Ensuite, si je crois que Ayrton pourra également dire un mot de fin avant qu'on ne termine. Kimri? Oui, juste pour répondre à ce que M. Tops a dit tout à l'heure, que les gens doivent se, se montrer, responsables pour tout ce qui se passe. C'est bien de dire ça, sauf que je regarde mon propre pays, qu'on a élu une banquier qui est enthousiasmée par l'idée de la guerre jusqu'à à moins que ça soit profitable. Et aussi, on a dans le sud, juste notre voisin au sud, c'est Trump qui est un connard absolu. Alors, on n'a pas bien choisi nos leaders, mais on ne souffre pas. Mais on souffre dans le sens qu'ils nous volent de nos poches. Par exemple, on paye pour les choses comme le militarisme qui ne nous bénéficie pas et on aura préféré que notre argent serait dépensé autrement, mais quand même, on n'est pas activement de perdre nos maisons et de perdre tous nos biens et de vivre dans la misère. Alors, je vois que on ne peut pas se penser victime, mais on ne peut pas mettre le fardeau de tout ce qui se passe dans le gouvernement sur nos épaules non plus, parce qu'on a une certaine agence, mais il y a des choses qu'on ne peut pas, qui sont internationales, qu'on ne peut pas, avec tout le... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans un pays ou d'un autre pays, on peut avoir un mauvais leader, mais
dans un pays, ça peut mener à la mort et dans un autre pays, c'est juste un inconvénient. Voilà. Merci beaucoup, Kimberly, pour cette intervention. Nous concluons bientôt. Je rappelle que nous enregistrons et que nous pourrons partager donc avec le temps en plus que nous avons pris. Donc, si quelqu'un souhaite partir, c'est pas un problème, nous allons partager l'enregistrement. Donc, avec votre permission, nous allons nous accorder 5 minutes encore ou plus. Bérénieu, Martina? Oui, bonjour à tous. Je suis Martina Ndi, spécialiste genre à la MONUSCO, et c'est avec un grand plaisir que j'ai rejoint cette discussion. Déjà, merci aux organisateurs pour l'initiative de cette rencontre que j'ai trouvée très utile et que je trouve d'ailleurs très pertinente au regard de notre contexte actuel en RDC et même de la situation de crise que vit le pays, surtout dans la partie Est. Voilà, donc je suis basée à Kinshasa et voilà, à avoir écouté les uns et les autres, je pense que nous avons dit beaucoup de choses sur les différents processus de paix, mais je suis restée un peu sur ma faim parce que je trouve que peu a été dit sur les aspects, du moins les efforts internationaux qui sont en cours, notamment par les Nations Unies, et aussi sur, je dirais, la prise en compte des aspects genre. Voilà, les aspects genre dans notamment la conception et même les mécanismes de mise en œuvre des différents accords qui sont en train d'être signés. Je pense que c'est des questions qui devraient davantage nous interpeller parce que quand on parle de genre, fondamentalement, on voit la femme, on voit les filles, on voit les enfants et d'autres groupes vulnérables qui sont, n'est-ce pas, les principales, sinon les premières victimes de ce conflit. Et je pense que ce serait bien d'intégrer les perspectives en ce qui les concerne. Et parlant des initiatives internationales, je vais peut-être parler de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adoptée en février de cette année. Voilà. Et il faut noter que cette résolution est spécifique à la situation que traverse la RDC actuellement et c'était un peu comme une forme de réponse, n'est-ce pas, à la détérioration que nous constatons notamment sur le plan sécuritaire, humanitaire, entre autres. Et il faut aussi noter que cette résolution a été adoptée suite à l'offensive du 23 mars dont certains intervenants ont parlé ici, qui a été lancée par le groupe armé l'AFC M23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Alors déjà, il faut noter que cette résolution a suscité un réel espoir au sein de la population congolaise, en particulier parmi les communautés affectées par le conflit, ainsi que au niveau des organisations de la société civile. Je dirais en ce sens qu'elle a permis d'appeler d'abord au retrait immédiat. Je crois qu'ils font partie des premiers acteurs, sinon des premiers décideurs qui ont appelé à un retrait immédiat des groupes armés des villes sous occupation, notamment Goma et Bukavu, et de toutes les autres zones occupées. Ça, c'est un premier aspect de cette résolution, qui aussi a exigé la fin du soutien de l'armée rwandaise, n'est-ce pas, au M23, ainsi que le retrait sans condition des troupes rwandaises du territoire de la RDC. Et aussi, je crois qu'il y a un autre aspect important, notamment dans le cadre du dialogue, et il faut dire que cette résolution a aussi encouragé, sinon exhorté, les autorités de la RDC et même les autorités rwandaises à reprendre sans délai les négociations diplomatiques qui étaient déjà en cours, bon, qui avaient été émaillées de certains facteurs, et cela davantage dans le but de parvenir à une résolution durable et pacifique du conflit, pas seulement au niveau de la RDC, mais de façon plus globale au niveau de la région des Grands Lacs. Et aussi, il faut noter que en marge de cet effort que je citais à un niveau international, il y a plusieurs initiatives nationales et régionales qui ont également vu le jour, n'est-ce pas, dans le but de contribuer à la résolution de la crise. Et parmi celles-ci, je peux évoquer notamment le pacte social pour la paix, qui est une initiative qui a été menée par les églises catholiques et protestantes. Et je crois que c'est important de le mentionner pour traduire en quelque sorte les dynamiques et même les initiatives internes et qui sont propres à la RDC. Donc, c'est des mécanismes ou bien des processus
qu'il faut aussi souvent mentionner dans le cadre des échanges tels que ceux-ci pour montrer qu'il y a des acteurs internes qui essayent aussi, n'est-ce pas, d'apporter leur voix, leur contribution aux efforts de paix, aux différents processus en cours. Nous avons ensuite le processus de paix de l'UAC-SADC dont a parlé, je crois, l'un des intervenants, je crois que c'était le premier intervenant. Et il faut noter que le processus de l'UAC-SADC a abouti d'abord à l'adoption d'une feuille de route qui est en train d'être déployée et ensuite à la mise en place d'un panel de facilitateurs et je crois que c'est dans ce processus-là qu'on a désigné même le médiateur togolais en la personne de son excellence monsieur Faure Gnassingbé comme médiateur de l'Union africaine. Et il faut aussi dire qu'à la suite de la nomination du président Faure Gnassingbé, il y a des facilitateurs qui ont également été désignés et qui sont là pour l'accompagner, pour l'appuyer dans le cadre de ce mandat. Je vais citer entre autres le président nigérien Obasanjo, vous avez également Uhuru Kenyatta du Kenya, vous avez le président, vous avez Mokwetsi Masisi du Botswana, vous avez Catherine Samba-Panza de la République centrafricaine, et puis vous avez Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie. Donc voilà un peu, pour situer un peu les dynamiques et les initiatives qui sont en train d'être prises à la fois au niveau interne et même au niveau régional et voire au niveau international. Donc c'est juste pour faire comprendre que la RDC n'est pas seule dans ce combat et que les protagonistes également ne sont pas les principaux acteurs parce qu'autour, il y a des choses qui sont en train d'être faites pour essayer, n'est-ce pas, de parvenir à une résolution définitive et durable de ce conflit-là. Alors, malheureusement, on a constaté qu'aucun de tous ces processus dont j'ai parlé, et j'inclus même le processus de Washington, donc comme je le disais, on note qu'aucun de ces processus, n'est-ce pas, n'a de manière systématique et explicite donné la priorité à la participation des femmes, ni même n'a abordé les questions de violence sexuelle et basées sur le genre comme étant une question sécuritaire fondamentale. Et comme je le disais, ce sont elles les premières victimes. Donc vraiment, je pense qu'elles doivent être au centre des discussions quand nous échangeons autour de ces processus-là et même de la situation en RDC. Vous avez aussi le fait que ces différents processus de paix en cours ne reflètent vraiment pas, je dirais, de manière adéquate les contributions essentielles de ces femmes et de ces filles qui sont non seulement, comme je le disais, les principales victimes de conflits, mais aussi aujourd'hui, elles ont passé le cap, elles sont passées de statut de victime à celui d'actrice centrale dans la constitution, je veux dire, dans la construction d'une paix durable en RDC. Vous voyez, et malheureusement, ces différents, encore une fois, n'ont pas pris en compte leur leadership, leurs besoins spécifiques, n'est-ce pas, dans les efforts de résolution des conflits. Et c'est des recommandations, par exemple, que nous pouvons développer, que nous pouvons formuler pour que vraiment on s'assure que l'aspect genre est pris en compte et que vraiment toutes les couches, toutes les catégories de la population sont associées à la table de négociation, que leurs perspectives et leurs besoins sont effectivement pris en compte. Voilà. Et je voudrais finir par là pour dire que face à la crise et face au fait que les femmes en réalité ne sont pas incluses de façon systématique dans ces différents dialogues, dans ces différents processus, les femmes congolaises ne sont pas restées les bras croisés. Et je crois que suite à ça, elles se sont dit qu'il fallait qu'elles se bougent et qu'elles fassent quelque chose. Et c'est ça qui les a amenées à se réunir autour d'un processus qu'on appelait ici le processus de task force. C'est un processus collectif, inclusif et participatif qui a été initié en janvier 2025 et qui a été soutenu pendant plusieurs mois par la MONUSCO en collaboration avec ONU Femmes. Et cela a été fait à travers une série de réunions et de consultations qui ont été organisées avec les femmes leaders, avec les femmes actrices de paix, avec les femmes défenseurs des droits humains, avec les femmes professionnelles même de médias. Et c'était une initiative, je dirais, je vais dire peut-être nationale, dans ce sens que c'est les provinces les plus touchées par les conflits qui ont été conviées à ces rencontres-là, à cette task force-là, notamment les femmes de Goma, de Beni, de Bunia, de Bukavu et de Kinshasa qui ont participé à tout ce processus. Et ces rencontres leur ont permis d'échanger sur les défis auxquels elles font face dans leurs localités respectives. Ensemble, elles ont pu identifier leurs priorités, elles ont formulé des propositions et des solutions concrètes qui, n'est-ce pas, permettent d'une certaine manière de créer une certaine synergie entre ces femmes-là et voilà, de les amener à évoluer de manière assez coordonnée
n'est-ce pas, vers la recherche de la paix et vers la recherche de réponses humanitaires durables à la crise. Donc, il faut noter qu'à l'issue de ces différentes rencontres, déjà le 23 juin dernier, elles ont réussi à développer une note de plaidoyer commune qui a été présentée officiellement à son Excellence Madame Thérèse Kiwanga Wagner, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la francophonie de la RDC. Et cela a été fait encore avec le soutien technique et logistique et voire même financier de la MONUSCO et d'ONU Femmes avec l'appui de la Norvège. Et pardon, la note de plaidoyer, il faut le dire, a été saluée. On a vu en cette note un document stratégique majeur qui en réalité reflète les aspirations, les besoins spécifiques, les revendications de ces femmes congolaises. Et il faut dire qu'il y a dans cette note de plaidoyer des recommandations claires à l'intention du gouvernement congolais, à l'intention des partenaires internationaux, des instances régionales, à l'intention de la société civile et même à l'intention des groupes armés. Donc, voilà un peu. Et peut-être pour vous en dire un peu plus sur la note de plaidoyer, il faut noter le fait qu'elle met notamment l'accent sur la fin immédiate des hostilités et aussi le respect du cessez-le-feu dans l'Est du pays, comme c'est repris un peu dans la plupart des accords de paix qui sont en train d'être signés actuellement. Il y a aussi ce qu'on retrouve dans cette note, le plaidoyer pour la participation effective des femmes à tous les niveaux du processus de paix, de médiation et de reconstruction. Les aspects de la protection des civils est également revenu dans la note, en particulier la protection des femmes et des enfants contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Vous avez les aspects de justice. J'ai écouté certains des collègues, des intervenants qui ont parlé de la justice transitionnelle, notamment pour les victimes, et aussi avec un aspect, il faut vraiment mettre l'accent sur il faut renforcer, j'allais dire, la lutte contre l'impunité, qui est également un souci majeur en RDC dans le cadre de la résolution durable de cette crise. Vous avez aussi dans la note des aspects sur des recommandations, j'allais dire, sur le renforcement de l'autorité de l'État dans les zones en conflit. Et puis, il y a un point d'honneur qui a été aussi mis sur l'appui psychosocial. L'appui psychosocial, entre autres, en ce qui concerne l'appui économique, médical, enfin bref, l'appui holistique, mais il y a vraiment l'accent a beaucoup été mis sur l'accompagnement, la santé sexuelle, j'allais dire, la santé mentale, pardon, des survivantes et des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Et puis, vous avez aussi la prise en compte du genre dans toutes les politiques et les réponses humanitaires de paix et de développement qui sont en train d'être développées. Donc, c'est en réalité, je vais dire, grâce à ces plaidoyers constants des femmes congolaises que les instances régionales, les instances régionales que j'ai évoquées tout à l'heure ont jugé important de nommer parmi les 5 facilitateurs que je vous ai parlé tout à l'heure 2 femmes. Donc, on a 2 femmes sur les 5 facilitateurs de la médiation de l'Union africaine. Et pour revenir à cette médiation, il faut enfin noter qu'il y a une mission de médiation et de consultation de ces 2 présidentes-là, les présidentes honoraires de la République centrafricaine et de l'Éthiopie, Mesdames Catherine Samba-Panza et Madame Sahle-Work Zewde, qui étaient ici à Kinshasa du 13 au 20 juillet, qui ont mené des consultations. Et le but de leur mission était en réalité de rencontrer les autorités et d'échanger avec eux, y compris avec la société civile, les femmes, les jeunes, pour avoir un peu leur perspective et ensemble voir comment ils peuvent identifier les principaux défis, notamment dans le contexte humanitaire, et aussi voir avec ces différents acteurs-là comment est-ce qu'ils peuvent ensemble trouver des solutions durables pour conflits en RDC et de façon plus large dans la région des Grands Lacs. Donc, voilà un peu quelques faits majeurs que j'ai souhaité partager avec vous. J'espère qu'il vous sera utile dans le cadre des plaidoyers et des recommandations même de cette rencontre que vous aurez à formuler. Merci. Merci beaucoup d'être intervenu. Votre intervention a rééquilibré les échanges, c'est important. Juste pour signaler que nous n'avions pas oublié dans la question, nous avons Lisette Mavungu, qui est la présidente de la section congolaise de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, qui est également conviée
à cet échange, mais qui malheureusement à la dernière minute a eu un empêchement et il n'a pas pu se connecter. Donc, dans la Ah, préparation, nous avons tenu compte de cela et elle devrait quand même revenir sur l'aspect genre et d'autres réalités et ce que Wilf fait en RDC dans le cadre de ce conflit-là. Donc, merci que vous êtes intervenu pour apporter certains éclairages, certains compléments d'informations pour notre gouverne. Donc, merci. Dans le temps et je vais permettre à Suzanne de conclure. Merci beaucoup, Monsieur Gui. Merci à nos intervenants pour la qualité de leurs analyses et la clarté de leurs propos. Merci à Monsieur Lokambo, à Monsieur Aubry et également à Madame Simri. Merci également à nos chers participants pour votre présence active, pour vos questions et également vos réactions. Donc, ce webinaire ne marque pas une fin, mais un appel à poursuivre la mobilisation, à renforcer les liens entre les sociétés civiles et également à exiger la transparence, la vérité et la justice pour le peuple congolais. Donc, au nom de Wod Biongwar et de ses chapitres du Sénégal, du Sud Kivu, je vous remercie et vous dis à très bientôt pour de nouveaux espaces d'échange et d'action collective. Merci beaucoup. Merci également, Suzanne, pour avoir modéré cette session. Donc, je rappelle que 60 personnes se sont inscrites pour participer à cet échange-là, auquel nous allons faire parvenir l'enregistrement. Et maintenant, pendant que nous avons l'enregistrement, nous allons nous assurer d'envoyer des informations complémentaires sur ce qui a été dit. Nous avons une déclaration de World Beyond War qui a été faite à la suite de la signature de l'accord de paix. Nous partagerons cette déclaration-là. Nous avons également une lettre de campagne que nous avons initiée il y a quelques mois avec le chapitre du Sud Kivu qui mobilise l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe en RDC et appelle à l'action. Et nous avons également une vidéo qui dévoile certains aspects de la culpabilité de l'Occident vis-à-vis de la République démocratique du Congo, que nous partageons également dans le mail qui va suivre cet échange. Et comme Suzanne l'a dit, c'est une rencontre qui appelle d'autres parce que le sujet est vaste et c'est à force de notre cri comme cela que nous allons pouvoir arriver à une solution à ce qui se passe en RDC. Merci encore pour votre temps et d'être venu à cette session d'échange très riche et au plaisir de rester connecté avec tout le monde sur nos réseaux de World Beyond World. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci.